Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je fais la synthèse d'un livre sur les finances personnelles ou la bourse. Je résume donc des heures de lecture en quelques minutes pour que tu n'aies pas à le faire. Tout ça dans un vocabulaire accessible avec des exemples réalistes et transparents qui vont te permettre de mieux comprendre le monde financier si tu es débutant dans le domaine ou plutôt de réfléchir à tes stratégies actuelles si tu navigues déjà dans ce domaine-là. Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre de faire ce que tu veux, t'es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 61e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais la synthèse d'un livre un peu particulier qui s'intitule The Man Who Solved the Market, donc l'homme qui a résolu le problème du marché, qui a été écrit par Gregory Zuckerman en 2019. On dit qu'un bon investisseur doit toujours essayer de remettre en question sa façon de voir les choses, sa stratégie. En 2021, Warren Buffett et Charlie Munger ont parlé du Medallion Fund, donc de la stratégie Quant de Jim Simons, en disant que c'était très brillant, qu'il était très doué et surtout très riche. Charles Darwin disait que chaque fois qu'il trouvait des éléments de preuve allant contre sa théorie initiale, il devait l'écrire dans les 30 minutes qui suivent, sinon son esprit allait plus tard repousser ces éléments-là en se rabattant sur ses pensées habituelles et réconfortantes qui nous ramènent au biais de confirmation qu'on va toujours trouver des informations qui appuient notre vision des choses. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je lise ce livre sur ce brillant mathématicien qui semble avoir trouvé une approche quantitative efficace en mobilisant une approche autre que celle que je prône depuis le début de mon aventure en investissement et que je parle depuis le début du podcast, soit les FNB passifs indiciels et ou l'analyse fondamentale. J'ai donc lu le livre The Man Who Solved the Market sur Jim Simons, celui louangé par Buffett et Munger. Pourquoi? Parce que depuis le début de mon aventure dans l'investissement, je suis rendu maintenant à plus de 100 livres lus et toutes ces lectures m'ont mené à choisir et mettre en place une stratégie d'analyse fondamentale, voir l'épisode 26, mais surtout indicielle comme je viens de le mentionner. Tout ce qui touchait le day trading ou l'approche quantitative semblait prendre plus de temps et donner des rendements moins intéressants. Ou bien que les gens qui en parlent vendaient toujours des formations. Et puis j'ai entendu parler de ce Jim Simons, surnommé le mathématicien le plus riche du monde. Il a une fortune d'environ 25 milliards. Il a parti la Quant Revolution, donc la révolution quantique, et il a dominé, quantitatif plutôt, pas quantique, et il a dominé le marché boursier avec son Medallion Fund. C'est le meilleur rendement de tous les fonds de l'histoire, même plus que Buffett. Avant les frais, il y avait en moyenne 62,9% de rendement depuis 1988, 37,2% en moyenne après les frais de gestion. C'est 11% en moyenne depuis 88 pour le SP500, donc il bat l'indice SP500 de plus de 25%. Comment ça, j'ai pas lu ça avant? Je le sais pas. Important de noter qu'il y a un plus petit capital cependant que Warren Buffett, donc c'est plus facile manœuvrer selon les experts, mais quand même, 63% de rendement et 37% après les frais, c'est quand même intéressant. Donc, est-ce que je devrais abandonner l'approche fondamentale pour utiliser l'approche quantitative? On va voir. Bon, let's go! On se lance dans la découverte de nouvelles approches pour shaker un peu nos façons de penser, je l'espère. Premier élément de synthèse, c'est de 0$ à 25 milliards. Donc, la valeur nette de Jim Simons était à 0$ en 1938, donc lors de sa naissance, et maintenant, il est rendu à 25 milliards au moment d'écrire le livre en 2019. C'est un homme qui lisait beaucoup. C'est un point en commun entre ceux qui réussissent de façon générale l'amour de la lecture. Il décide plus tard ce qu'il veut, du café, des cigarettes et des mathématiques, donc il obtient son PhD à 23 ans en mathématiques et commence à trader un peu en bourse. En 26 ans, il est code breaker contre la Russie, donc il apprend alors l'importance de recruter des gens pour leur créativité, leur ambition et leur brain power plutôt que leur expertise ou leur éducation. Il développe un motto, soit Bad ideas is good, good ideas is terrific, no ideas is terrible. Donc, avoir des mauvaises idées, c'est bien, avoir des bonnes idées, c'est super, ne pas avoir d'idées, c'est terrible. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier, qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe Financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait
tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et plus beau dans tout ça, c'est qu'elle offre des FNB indiciels comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance vie, d'invalidité et de maladies graves. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Gros Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. On revient maintenant à l'épisode en cours. De 30 à 40 ans, il enseigne à l'université en mathématiques et il débute en 1978 un nouveau défi, soit le marché boursier. Il se part un hedge fund, donc sa stratégie c'est d'utiliser les mathématiques pour analyser les marchés boursiers et battre les indices. Il combine donc ses compétences en mathématiques et ses compétences de leader, donc il paraît qu'il a des excellentes relations sociales pour embaucher les meilleurs mathématiciens. Il savait qu'il ne pourrait pas résoudre ce casse-tête-là de battre le marché tout seul. En 1998, il crée son fonds Medallion, donc il y a 50 ans à ce moment-là, et comme on a vu en introduction, c'est le fonds avec la meilleure performance de tous les temps. Il utilise un algorithme, il utilise plusieurs algorithmes, des tonnes de données et des mathématiques super avancées pour mettre en place son fonds. Il chargeait pas les frais habituels de Wall Street, mais 3 fois plus cher. Donc on l'a vu tantôt, 63% de rendement, 37% de rendement après les frais. Donc si tu perds presque la moitié de tes rendements, mais dans ce cas-là, ça valait clairement la peine. En 1990, soit environ 2 ans exactement après la création du fonds, il a fait son meilleur rendement. C'était la première fois qu'il dépassait 50% de rendement, donc il a fait 77,8% de rendement en 90. Il a créé une culture d'ouverture et des incitatifs monétaires pour ses employés s'ils atteignaient certains rendements. Ces incitatifs-là, payés sur plusieurs années, permettaient de garder les employés chez lui. Donc, exemple, une année, tu atteins tes objectifs, tu as peut-être 150 000 $ de bonus, mais ce 150 000-là est payé sur 5 ans. Donc, ça obligeait les meilleurs employés à rester travailler pour lui. Ça fonctionnait presque. Il n'y a eu presque aucune démission dans le fonds, dans le Medallion Fund depuis 1988. Il voulait avoir des gens qui avaient qui avaient aucun lien ou presque aucun lien avec Wall Street. Donc, vraiment des mathématiciens purs et durs. En 1993, 5 ans après l'ouverture du fonds, il a fermé le fonds au public. C'est maintenant juste accessible aux employés et à leurs familles. Donc, si vous disiez tantôt, wow, je vais investir dans ce fonds-là, c'est impossible maintenant, c'est fermé à tous. Il y a eu des années au-dessus de 100% de rendement, donc exactement 128,1%, alors que ces années-là, Jim Simons recevait des compensations de 1,5 milliard, donc c'était très payant pour lui. Il a pris sa retraite en 2009, donc c'est Robert Mercer et Peter Brown, mon anglais est toujours excellent comme d'habitude, qui ont pris la relève. Lui, il est resté dans le board de la compagnie. Il a quitté en 2021 avec sa valeur nette, comme je disais tantôt, à peu près à 25 milliards. Bon. OK, c'est beau tout ça. Il a fait des bons rendements. Mais comment il a réussi à faire ça? On passe au point 2. Donc, le point 2, c'est les algorithmes prédictifs à court terme. Donc, ça a été un des pionniers à utiliser des machines et des algorithmes dans l'analyse des marchés boursiers. Donc, depuis 88, ils ont maintenant une boîte noire avec des dizaines d'années de calculs et de données pour faire des prédictions à court terme. Donc, en moyenne, dans ce fonds-là, ils vont tenir les positions une journée, mais parfois des minutes ou même des millisecondes. Donc, il va faire jusqu'à 300 000 transactions par jour dans les années 2000. C'est probablement encore plus aujourd'hui. Selon un des employés du fonds, le but, c'était de cruter les informations sur le prix des actions et des commodités également, comme l'or et tout ça, pour découvrir des séquences qui peuvent se répéter en assumant que les investisseurs adopteront des comportements similaires dans le futur. Simons comprenait que le marché bougeait à cause de plusieurs variables et que certaines d'entre elles étaient impossibles à comprendre. Par contre, elles seront toutes reflétées dans le prix, donc il a décidé d'étudier les données qui étaient liées au prix des actions. Il a cherché à voir quels étaient les comportements des investisseurs qui pouvaient profiter, peu importe, tant que ces comportements-là réapparaissaient dans un contexte statistique significatif. Le cœur de leur stratégie, c'était tout simplement le retour à la moyenne qui est la mean reversion. Il utilisait simplement cette régression linéaire-là au début de son fonds pour comparer le prix du gaz par rapport au prix du pétrole.
Ce qu'il disait, c'est que la relation entre les deux revenait toujours à la moyenne et parfois un des deux était sous-évalué, donc il achetait seulement celui qui était sous-évalué et il shortait celui qui était surévalué. Maintenant, le fonds fait du statistical arbitrage, donc il s'agit d'identifier un set de données pour expliquer certains mouvements du marché. Par exemple, si les compagnies pétrolières bougent selon les différents facteurs comme le prix du pétrole et le prix du gaz qui montent, ben ils vont miser sur les compagnies qui n'ont pas bougé autant que ces variables-là, et miser contre celles qui ont le plus bougé. Donc, si les compagnies de pétrole devraient augmenter en même temps que le prix du pétrole et du gaz, et qu'il se rend compte qu'il y a certaines compagnies qui n'ont pas monté encore, il va miser sur ces chevaux-là, alors que ceux qui ont monté beaucoup trop vite par rapport au prix du pétrole et du gaz, il va les shorter. Tout ça toujours en espérant que tout revienne à la moyenne, je simplifie bien sûr pour le podcast. De nos jours, c'est beaucoup plus complexe que ça pour battre les marchés efficients. La relation est plus exactement linéaire comme dans le temps et il y a des centaines de variables difficiles à identifier. Ils ont besoin de ces variables-là, de ces données-là, et ils en ont. Ils ont une montagne de données dans leur boîte noire qu'ils ont accumulées depuis 88. Justement, c'est le prochain point. Donc le troisième point, c'est une montagne de données. Le fonds Medallion requiert des données inaccessibles pour le commun des mortels. Le mantra de leur fonds, c'est « There's no data like more data ». Donc, il n'y a rien de mieux comme données que d'avoir encore plus de données. Tout ce qui peut être calculé était compilé. Des annonces dans le journal, des posts sur Internet, des réclamations d'assurance, il n'y a rien qui était laissé de côté. Il y a 300 employés environ, en tout cas, il y en avait au moment d'écrire le livre, dont 30 avaient des PhD, qui, eux, faisaient juste nettoyer les données pour avoir seulement les meilleures données pour faire des prédictions à court terme dans leurs algorithmes. Ils devaient donc être prudents avec toutes ces données-là pour pas inventer des relations significatives où il n'y en avait pas. Par exemple, il y a un des investisseurs quantitatifs de leur fonds qui a démontré qu'il y avait que les rendements du SP500 pouvaient être prédits en combinant les données de production du beurre au Bangladesh, du fromage aux États-Unis et de la population de moutons au Bangladesh et aux États-Unis. Donc, vous comprendrez bien sûr qu'il n'y a aucun lien entre les rendements du SP500, le prix du beurre, du fromage puis la population de moutons. Mais quand on a beaucoup de données, on peut un peu leur faire dire n'importe quoi et mettre des relations significatives ou alors à des endroits en fait qu'il n'y a même pas de corrélation, que c'est juste, on va dire, un hasard. C'est pour cette raison-là qu'ils expérimentent toujours leurs nouveaux signaux d'achat avec des petits montants et ils vont grossir leur position à mesure que les profits vont s'accumuler. Donc, s'ils découvrent une nouvelle relation significative, exemple, entre le prix du pétrole, du gaz et le prix de certaines compagnies pétrolières, ils vont commencer avec des petits montants et s'ils voient que leur algorithme est juste, ils vont augmenter les montants investis pour grossir les profits. Quatrième élément de synthèse, c'est des mathématiques avancées. Il faut pas oublier que Simmons aurait pas pu faire ça tout seul. Il a embauché des PhD, donc des gens qui avaient des doctorats dans le domaine des mathématiques, et surtout 6 mathématiciens qui étaient reconnus, qui l'ont aidé à développer ces algorithmes. On se rend toutefois bien compte que les prédictions sont comme pour la météo, sont bonnes à court terme, mais pas à long terme. Donc leur fonds à court terme a surperformé le marché de beaucoup, mais leur fonds à long terme a fait 9,1% de rendement contre environ 9,9% pour le SP500 depuis les années 2006. En fait, depuis 2006. Donc, leurs algorithmes sont vraiment à court terme. Eux vont trader, en fait, dans une journée et même à la seconde, comme on a vu tantôt, et c'est pas une stratégie à long terme. Donc, est-ce que c'est à la portée de tous? Non. C'est justement le sujet de mon dernier point de synthèse. Donc, point 5, n'essayez pas ça à la maison. Ce qu'il faut savoir dans le trading, c'est que tant mieux, le Medallion Fund est du bon côté. Ça veut dire qu'ils font de l'argent, mais qui en perd d'abord? Comme on l'a vu précédemment dans le livre de John Bogle autour des épisodes 27 ou 28, je pense que c'est l'épisode 27, rien ne se perd, rien ne se crée en bourse. Si quelqu'un fait de l'argent, il y a quelqu'un qui en perd, mais dans le cas du Medallion Fund, c'est pas eux qui en perdaient, donc c'est qui? Pas la personne qui va à VQT. Donc si vous êtes avec VQT, vous perdez pas d'argent parce que sérieusement, si vous êtes passif, indiciel et patient, vous faites la moyenne. Et c'est presque la moitié des investisseurs qui sont justement en passif indiciel. Donc, qui perd de l'argent? Les statistiques d'un article qui a été écrit en 2019 montrent aussi, comme je le dis souvent dans le podcast, que les rendements des investisseurs à long terme se rapprochent habituellement de la moyenne. Donc, qui est du mauvais côté de la médaille? Vous l'aurez compris, c'est les traders. Autant les gros traders que ceux du dimanche. Donc, en fait, ceux qui n'ont pas un algorithme de trade sans émotion, qui n'ont pas accès au même nombre de données,
qui n'ont pas accès aux plus grands mathématiciens du monde, mais qui décident quand même de faire des gambles à court terme sur le marché, c'est eux qui vont perdre de l'argent et c'est eux qui nourrissent les profits que Jim Simons a fait depuis 1988. Ceux qui font des lignes sur un graphique tête-épaule dans leur sous-sol après avoir suivi une formation, en passant, c'est la conclusion de Simons lui-même, là. Il dit que leurs profits viennent de ces personnes-là qui tradent de façon individuelle ou même des traders institutionnels. Ça vient pas de moi, là, c'est lui-même qui a créé la stratégie, les algorithmes. Il dit qu'il a fait du profit sur le dos des gens qui tradent au quotidien, les traders du dimanche. Bref, ne pensez pas que vous pouvez faire comme lui à la maison. Tout ce que vous ferez, c'est de faire partie de ceux qui transfèrent leur argent durement gagné dans les fonds comme le fonds Medallion. Comme le dit l'agent Smith dans la matrice, « Never send a human to do a machine's job », donc n'envoie jamais un humain faire le travail d'une machine. En conclusion, Jim Simons est devenu milliardaire en démarrant un fonds quantitatif basé sur des algorithmes de trade à court terme, basé sur une montagne de données menée par des mathématiciens de renom et basé aussi sur les comportements des investisseurs au regard du prix des actions. En gros, sa méthode fonctionne, mais c'est pas pour les investisseurs comme vous et moi. Mon opinion change donc malheureusement pas avec l'analyse fondamentale et l'analyse passive indicielle. Pour moi, l'analyse technique c'est chronophage, donc ça prend du temps et ça n'offre pas les rendements espérés parce qu'on se bat contre ce genre de bête-là. Alors justement que dans l'investissement de type plus valeur fondamentale, les machines nous ont pas encore rattrapés. Je suis vraiment content d'avoir découvert ce livre-là cependant pour ouvrir mes horizons, mais en même temps me réconforter un peu dans mon approche, alors que l'auteur, le créateur de la stratégie lui-même dit que je serais perdant si j'irais avec une autre stratégie. Et vous en pensez quoi de cette stratégie-là? Qu'est-ce que ça éveille chez vous? J'ai pas trouvé la performance du fonds depuis 2019, donc est-ce que depuis 2019 jusqu'à 2024, ça s'est planté ce fonds-là? Je sais pas, j'ai pas trouvé les chiffres. Qu'est-ce que je retiens finalement de ce livre-là? C'est une stratégie gagnante pour Jim Simons, mais assurément perdante si vous et moi, on s'y met. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Fabien Major qui a été écrit en 2002 qui s'intitule « Qu'allez-vous faire de tout cet argent ?» Ce livre-là aborde les problèmes et solutions quand on se retrouve avec de gros montants d'argent. Ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast les résultats obtenus pour les positions 22 à 24 sur ma liste de surveillantes, qui, je le rappelle, sont là par défaut pour combler les secteurs manquants sur ma liste. Donc la position 22 comble un manque dans les services de communication avec Meta Platforms, donc META. La position 23 comble un manque dans le secteur des matériaux et des ressources avec Mesabi Trust, donc MSB. Et la position 24 comble un trou dans la consommation de base sur ma liste avec Monster Inc. MNST. L'épisode tire à sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de 3 façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton suivre, abonnement ou quelque chose qui ressemble à ça selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup. Enfin, tu peux nourrir les futurs épisodes en me posant des questions ou en me suggérant des lectures sur la page Facebook du podcast ou par Gmail. Toutes les informations sont quelque part dans la description de l'épisode. Je t'invite justement à t'abonner à la page Facebook du podcast pour avoir accès chaque semaine à l'image synthèse des épisodes et également à l'analyse des compagnies en bourse que j'effectue à l'aide de ma stratégie d'analyse fondamentale. N'oublie pas que je suis pas un expert, prends donc jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.